Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le docteur Vermès, médecin généraliste à Lille, pour explorer les freins à la vaccination chez les patientes enceintes. Un épisode qui interroge sur le rôle du médecin, les perceptions autour de la vaccination et les enjeux spécifiques liés à la grossesse. Un échange proposé avec le soutien institutionnel de Pfizer. Bonjour docteur Vermès, merci de participer à notre chaîne de podcast Le Micro des Gynécos. Il est primordial pour nous d'avoir un lien avec nos médecins généralistes qui suivent nos patientes au long cours et de mieux connaître et de percevoir les freins qu'elles peuvent avoir à la vaccination. Est-ce que vous pouvez mettre en lumière, vous, en consultation, les freins récurrents que vous avez des patientes face à la vaccination? Bonjour à tous. Alors les freins à la vaccination, curieusement, le premier, c'est « on ne me l'a jamais proposé ». C'est une phrase qui revient assez souvent de la part des infectiologues du CHU où je travaille. Curieusement, il n'y a pas ce réflexe spontané de la médecine générale de proposer, en fonction des âges des personnes qui sont en face de nous, de proposer les vaccinations qui sont recommandées à ces âges. Donc, premièrement, un médecin convaincu, c'est un médecin convaincant. Et s'il est convaincant et s'il est convaincu, il doit avoir ce réflexe de proposer assez systématiquement, en fonction de la personne qui est en face de lui, d'abord à propos des âges, puis ensuite de la présentation, par exemple une femme enceinte ou une personne ayant une certaine comorbidité, il doit avoir ce réflexe toujours en tête de proposer la vaccination. La deuxième chose, c'est qu'on vient souvent, c'est le manque d'information. Alors le problème de la vaccination, c'est pas qu'on manque d'information, l'information on l'a. La problématique, c'est que cette information doit être actualisée régulièrement. C'est-à-dire que n'oublions jamais que les maladies infectieuses, c'est l'opposition d'un organisme vivant contre un organisme vivant. Il nous attaque, on propose une défense, une vaccination, une immunisation. Il fait un variant, il contourne la défense, on est obligé d'adapter la défense. Ce qui fait qu'en fonction d'évolution des microbes, on est obligé d'actualiser régulièrement les connaissances. Je ne suis pas à risque, ça c'est quelque chose qui revient aussi régulièrement. Il faut dire à vos patients que le risque n'est pas eux qui doivent le déterminer, ils doivent nous faire confiance. Et quand on est diabétique, on est plus à risque de faire des maladies infectieuses. C'est à nous de les convaincre, mais c'est pas quelqu'un qui est en bonne santé et qui joue au tennis et qui part en vacances qui est protégé des maladies infectieuses. Il y a trop de vaccins. Eh ben non, il n'y a pas trop de vaccins. La vérité, c'est qu'il y a surtout trop de maladies. Et je réponds souvent à ça que quand j'étais étudiant en médecine, dans un service de pédiatrie, je subissais, d'après mon patron, 1 à 2 agressions virales par jour. J'y suis resté 16 mois. Faites le calcul, on est très loin de la petite vingtaine de vaccinations recommandées et proposées à nos patients. Ce qu'il faut bien comprendre dans les vaccins qu'on propose, c'est que ceux-ci n'ont pas été choisis, enfin les cibles n'ont pas été choisies par hasard. Parmi les centaines, les milliers de virus et de bactéries qui nous agressent tous les jours, il y en a certaines contre lesquelles on n'a pas de solution. Et donc la meilleure façon de faire, c'est de s'en prévenir. Et pour ça, on utilise des vaccins. Donc on a choisi ces maladies parce on a réussi à élaborer contre elles des vaccins efficaces. Efficaces parce qu'en fait, ça revient à quoi? Ça revient à préserver l'autonomie, à préserver l'avenir, à préserver les conséquences des handicaps. Et c'est pour ça qu'il faut vacciner les gens. À défaut d'alternative thérapeutique, une alternative préventive, c'est le vaccin. C'est une maladie rare ou bénigne? Non. C'est malheureusement souvent des maladies qu'on ne connaît pas. Et on ne les connaît pas, pourquoi? Essentiellement parce que la vaccination, c'est quelque chose de très efficace. Et quand je fais des présentations et que je demande à des jeunes médecins de moins de 40 ans qui a vu une rougeole dans sa vie, j'ai pas un doigt qui se lève. Et j'ai pas un doigt qui se lève parce que la vaccination contre la rougeole est tellement efficace que les gens ont oublié ce dont les vaccins nous protègent. Et donc voilà, les maladies sont souvent beaucoup moins rares qu'on ne croit et surtout beaucoup plus dangereuses qu'on ne croit. C'est simplement qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les connaît plus essentiellement grâce à la vaccination. Un item qui revient assez souvent aussi, c'est votre vaccination, elle protège pas à 100%. Mais vous savez quoi, c'est vrai. Parce que le rôle de la vaccination, ça n'a jamais été d'empêcher la pénétration d'un organisme vivant dans un organisme vivant. On pourrait jamais empêcher ça. Ce qu'un vaccin est censé faire, c'est empêcher toute ou partie du développement d'une maladie. Autrement dit, quand le vaccin marche très bien, une fois qu'il y a eu effraction dans votre organisme, il stoppe toute la progression. Au mieux, il évite les formes graves. Mais encore une fois, les gens qui disent que les vaccins ne protègent pas à 100%, ben c'est évident puisque c'est pas son rôle. On ne peut pas encore une fois empêcher un voleur de pénétrer dans votre maison.
mais on peut mettre en place des moyens qui, une fois que le voleur est dans la maison, l'empêcher de tout prendre jusqu'à votre vie. Le vaccin est trop récent, on ne connaît pas les effets secondaires. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient très, très souvent. Et en fait, c'est faux. Vous pensez bien que aujourd'hui, les mises à disposition d'un médicament, puisque le vaccin est un médicament, ça suit des règles très strictes, des règles qui sont basées sur des preuves, puisqu'on fait une médecine basée sur des preuves, et donc des preuves sur l'efficacité du vaccin, et aussi, on nous demande des preuves sur la tolérance du vaccin. Les gestes barrières sont suffisants. Non, les gestes barrières font partie des défenses qu'on oppose à une maladie infectieuse. Mais la première des barrières, ça reste la vaccination. Après, on peut ajouter des choses. Par exemple, dans le papillomavirus, on peut ajouter les frottis cervico-vaginaux et le préservatif. Mais c'est jamais le préservatif qui va suffire à lui tout seul et les frottis, évidemment non plus. Ce qui compte avant tout, c'est de prévenir la maladie par la vaccination. Si vous prenez l'exemple du Covid, on vaccine d'abord et après, on invite les gens à porter un masque et à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Et puis, la dernière chose qui me disait, c'est l'idée que le système immunitaire d'un être humain est plus efficace qu'un vaccin. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour plein de raisons. Et je raconte toujours cette histoire sur la variole. La variole est une maladie qui est apparue 4000 ans avant Jésus-Christ et qui a disparu en 1976. Et puis en 1798, Monsieur Jenner a inventé le premier vaccin, le vaccin contre la variole qui, en Europe à l'époque, était la première cause de mortalité. Et ben, en 200 ans, il a fait disparaître, grâce à son vaccin, la maladie que notre système immunitaire n'était pas parvenu à faire en 6000. Et la raison à ça, c'est que quand vous êtes attaqué par un organisme vivant, votre corps fabrique des anticorps contre tous les antigènes de cet organisme. Et donc, il y a une grande partie des antigènes qui ne servent à rien, alors que quand on fait un vaccin, on choisit un antigène particulier qui va gêner, empêcher complètement la prolifération de cet organisme vivant dans votre organisme. C'est pour ça que les vaccins sont souvent plus efficaces que notre système immunitaire. Par ailleurs, est très efficace, je sais pas, c'est pas ce que j'ai pas dit, mais dans les maladies graves qu'on avait du mal à combattre, souvent la vaccination est venue au secours d'un système immunitaire très efficace, mais pas assez. Alors, pourquoi vacciner pendant la grossesse? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grossesse est une immunodépression relative qui augmente la susceptibilité aux infections sévères. En effet, c'est facile à comprendre quand vous avez un bébé dans le ventre, il n'a pas votre système immunitaire, et donc vous êtes obligé d'adapter votre immunité pour ne pas, en quelque sorte, rejeter le bébé. Et il se trouve que certaines infections augmentent le risque obstétricaux, de prématurité, de mort fétale et les complications néonatales. Donc, pour ça, on est en droit, quand on le peut, de vacciner la femme enceinte contre certaines de ces pathologies. Et puis, n'oubliez pas non plus que le nouveau-né, c'est quelqu'un de très vulnérable aux micro-organismes et que donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut obtenir un transfert des anticorps maternels facilement à travers le placenta et ces anticorps vont protéger le bébé des infections dans ses premiers mois de vie. Comment on établit un climat de confiance aussi avec nos patientes? Alors, je dirais que une maman, c'est quelqu'un de très inquiet. Elle est surtout très inquiète pour son bébé, beaucoup plus que pour elle. On a la chance de connaître nos malades et donc on va être évidemment très motivationnel. On va éviter de rentrer frontalement dans les idées d'une maman, surtout quand elles sont contre la vaccination. Et donc, on va prendre son temps. Et je sais que c'est compliqué quand on est médecin généraliste parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup. On va prendre son temps. On va utiliser la plus belle des armes, c'est l'empathie. Et on va comprendre. On va dire, je comprends votre appréhension, je comprends vos peurs, mais moi, j'ai des connaissances qui me disent que, en termes de bénéfices-risques, il y a tellement plus de bénéfices à vous vacciner qu'à vous faire courir le risque de ne pas être vacciné que je voudrais qu'on en parle. Une fois qu'on est entré qu'on a annoncé une grossesse, on a un peu le temps de préparer ça, d'en parler, même si je sais que c'est chronophage. Si en plus ça fait l'objet d'un projet de grossesse, on a peut-être même anticipé à la grossesse les vaccinations ROR, varicelle et aussi celles qui vont venir. Donc on peut parler peut-être plus facilement à une femme qui n'est pas encore enceinte, mais qui a le projet de grossesse, qu'à une femme qui est enceinte. Et une femme qui est enceinte, oui, il faudra beaucoup de patience, il faudra beaucoup d'amour, parce qu'en fait, c'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est que c'est qu'on aime les gens, voilà quoi. Merci pour ces belles paroles.
Mais oui, mais vous savez, moi, je fais ce métier parce que l'être humain, ça reste ma plus belle aventure, en fait. Et vous savez, c'est curieux parce que j'ai fait le calcul il n'y a pas très longtemps. Je suis installé depuis 31 ans, j'ai dépassé les 300 000 consultations. Et malgré ça, je suis en face de quelqu'un, un être humain que je connais, parce que je connais son côté rationnel, mais je connais aussi son côté irrationnel, et je le comprends toujours pas. Parce que justement, comprendre quelqu'un dans son côté irrationnel, c'est incompréhensible. Mais je l'ai intégré. Donc, c'est aussi ça qui fait un bon vaccinateur, c'est en intégrant le côté irrationnel, de dire, bon voilà, comment est-ce que je peux quand même le toucher et lui faire comprendre que le bénéfice à la vaccination est tellement supérieur au risque de ne pas le faire. La grosse problématique de la médecine générale aujourd'hui, c'est le temps. Alors, un des autres arguments qu'on utilise de plus en plus, c'est qu'on connaît l'implication des maladies infectieuses dans le risque, au niveau du risque cardiovasculaire, et que c'est un risque qui est souvent définitif. C'est-à-dire que on a des preuves, par exemple, chez les personnes âgées, quand elles ont fait un zona, elles ont un surrisque d'AVC qui est définitif. C'est-à-dire que même 15 ans après, les groupes qui ont fait un zona ont un surrisque d'AVC par rapport aux gens qui n'ont pas fait un zona. Donc aujourd'hui, on sait que il faut protéger le système cardiovasculaire et la seule façon de le protéger efficacement, c'est de le protéger des maladies infectieuses et de le protéger des maladies chroniques évolutives. Autrement dit, l'obésité, le diabète, la maladie rénale. Et on sait que si on approche l'être humain dans sa globalité, avec tout ce qui va lui arriver dans sa vie et avec la dégénérescence naturelle des organes, alors on peut proposer quelque chose d'assez fabuleux, c'est qu'il va toujours vivre jusqu'à 90 ans, sauf que ces 15 dernières années, il les passera pas dans une EHPAD, il les passera à se balader au bord de la mer. Et donc c'est ça aussi la vaccination. C'est moi je leur dis, vous savez, ce que je vous propose, c'est pas de vivre plus vieux, c'est de vivre mieux et plus longtemps. Et mieux et plus longtemps pour moi, c'est que vous puissiez profiter de vos enfants, de vos petits-enfants. Et pour ça, faut pas que vous ayez eu un AVC, il faut pas que vous ayez une autonomie qui a été impactée par un infarctus, pour une maladie autre, parce que vous êtes bloqué par une dialyse rénale que vous devez faire 3 fois par semaine. Toutes ces choses-là aujourd'hui, grâce au laboratoire, on a mis à notre disposition des médicaments qui permettent de prendre ces maladies chroniques bien plus précocement qu'avant. Et la vaccination, ça en fait partie, puisqu'on a de plus en plus de vaccins qui permettent de prévenir de plus en plus de maladies infectieuses qui vont impacter nos organes définitivement. Donc ça, c'est juste le miracle de ces dernières années. Et c'est ça qu'il faut passer comme message dans la médecine générale. C'est vous avez les moyens désormais de ne plus attendre que les malades soient cliniquement malades. Il faut aller les chercher, les maladies, à un stade infraclinique, voire il faut les prévenir grâce à la vaccination. Et là, croyez-moi, ça change tout parce qu'on a des gens qui vont être dialysés 15 ans plus tard, des gens qui vont pas faire d'infarctus, des gens qui vont faire moins d'AVC. Et donc tout ça, c'est l'autonomie préservée, c'est la faculté à voyager, à partager, à se balader. Et moi, c'est ma vision de la médecine de demain, c'est de dire, voilà, je voudrais qu'on pense non plus à vivre le plus longtemps possible, mais à avoir une qualité de vie la plus longue possible. Effectivement, c'est important d'offrir cette perspective de globalité sur toute la vie finalement, d'une santé globale. Voilà. Est-ce qu'il y a des outils aussi sur lesquels vous vous appuyez pour donner de l'information au-delà de la consultation aux patients? Ben alors moi, vous avez remarqué que j'ai un discours qui est très construit, donc j'en suis pas à mon coup d'essai. Donc moi, j'ai de la chance de participer. Je participe pratiquement à tous les boards de tous les laboratoires. Donc je rencontre des gens fabuleux toutes les semaines. Je suis à Paris 1 fois par semaine. Donc je rencontre des gynécos, des obstétriciens, je rencontre des pédiatres, je rencontre des cardiologues, des pneumologues, et on parle de toutes ces maladies. C'est ça qui a fait naître en moi cette idée, mais bon sang, mais c'est bien sûr, on a maintenant les moyens de prendre en charge tout ça beaucoup plus précocement, donc il faut avoir une approche globale, une approche sur le malade quand il est infraclinique. Et moi, j'ai envie de dire, le contenu, fait partie des gens qui font le contenu, en fait. Donc, je fais beaucoup de conférences, beaucoup de webinaires, je participe au JNMJ, etc. J'écris des articles, mais parce que j'ai cette chance d'avoir vu des portes s'ouvrir d'avoir pu participer à cela. Et ça, c'est peut-être un des grands merci que je fais au laboratoire, c'est d'avoir intégré dans leur Teams des médecins généralistes. Parce qu'en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, la médecine de terrain,
Ça sert à rien d'avoir le meilleur médicament du monde si les malades ne le prennent pas. Et le relais entre le laboratoire, la spécialité, les universitaires, les études et le terrain, c'est le médecin généraliste. Le médecin généraliste qui va, comme je sais pas si vous connaissez Robert Cohen, pédiatre qui fait de la vaccination. Comme je dis toujours, on se regarde et il me dit, moi je fais les messages, et il dit, moi je suis ton messager. Parce qu'on peut pas tout faire. Vraiment, là aussi, c'était une des grandes révolutions de la médecine, c'est de se rendre compte que on est une équipe. On peut plus travailler chacun à notre étage. Aujourd'hui, on croit, tous ceux qui ont travaillé dessus croient vraiment intensément à la valeur des chaînes de soins. Aujourd'hui, je peux plus travailler sans mon pharmacien, sans mes infirmières, sans mes IPA, sans mes sages-femmes, c'est pas possible. Donc, parce que justement, on a un problème de temps. Et si le médecin parle un peu de la vaccination, la sage-femme de la vaccination, moi de la vaccination, le message va arriver jusqu'à la malade. Et si la malade a un consensus autour d'elle où elle s'aperçoit que tout le monde va dans le même sens, elle va avoir la confiance qui lui manque pour accepter la vaccination. Effectivement, un des freins finalement, c'est des discours discordants. Voilà. Un des C'est principaux. c'est les fake news. Mais il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a 3% des gens qui croient fermement à l'existence des licornes. Et il y a 5% des gens qui sont persuadés que la Terre est plate. Donc, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas aller. Et là encore, hein, c'est tout le discours sur l'irrationnel, parce que quand on voit les arguments qui sont avancés, ça a juste pas de sens, quoi. De pas perdre d'énergie trop là-dedans. Non, parce que il y a tellement de gens qui sont réceptifs au message, mais qui ne sont pas touchés par le message, parce que c'est compliqué de toucher tout le monde, qu'en fait, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de trouver des moyens de toucher un maximum de gens plutôt que d'essayer de perdre son temps sur une petite minorité qui, de toute façon, diront toujours non. Bah, merci beaucoup, docteur Vermès. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure cet épisode? La première source d'information du patient, c'est son médecin traitant. Et 90% de la décision du patient, elle dépend du médecin traitant. Donc, il faut être convaincu si on veut être convaincant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la vaccination doit être un geste réflexe devant tout patient. C'est pas normal aujourd'hui qu'un médecin généraliste finisse une journée sans avoir prescrit des vaccins. Parce que s'il pose simplement quel âge avez-vous, je rappelle qu'à peine 10% des gens de 45 ans ont eu leur rappel d'été polio-coqueluche. Donc si vous demandez l'âge de quelqu'un 46 ans, il y a 90% de chances qu'elle ne soit pas à jour de ses vaccinations. Donc rien que de demander l'âge, il y a un réflexe qui doit être automatique. Vous voyez une femme enceinte, vous devez avoir un réflexe, vous devez avoir la vaccination de la femme enceinte. Quelqu'un de plus de 65 ans, vous devez avoir le réflexe de tous les vaccins des plus de 65 ans. Se rappeler que c'est d'autant plus important que les études montrent également qu'un vaccin reporté, c'est souvent un vaccin perdu. Donc, s'il vous plaît, pas de report à la vaccination. Vous avez un malade en face de vous, vous l'avez parlé de vaccination. Comme en plus, on a aujourd'hui la chance de travailler avec des sages-femmes et des pharmaciens, vous l'ajoutez simplement au bas de votre ordonnance et c'est le pharmacien qui va faire la vaccination. Ou la sage-femme qui va faire la vaccination. Et donc, encore une fois, ne pas oublier que c'est un vaccin, le vaccin, pardon, est un passeport qui garantit une autonomie préservée. Et encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je veux, c'est que les gens vivent le mieux, le plus longtemps possible. Un grand merci pour ces échanges très intéressants et de mettre en lumière finalement aussi notre réseau parce qu'on est gynécologue obstétricien, on voit les patientes à un instant T de leur vie, une grossesse, 2 grossesses, mais on n'est pas là au long cours et vous êtes très, très précieux pour le suivi de nos patientes et le discours qu'on peut avoir auprès d'elles pour les encourager dans la vaccination. Donc, pour moi, ces échanges sont capitaux pour qu'on ait un discours commun et concordant à nos patientes. C'est ça. On est une équipe et on a un discours commun et on va gagner. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.